Ouais les gars, Charles Bleu Goudé a sauté dans le dos en disant qu'il ne serait jamais l'ennemi du président Laurent Gbagbo. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo pour vous. Moi, je ne veux pas lancer d'accusation. Non, non, non. Après, c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat que la gauche ivoirienne est victime d'un complot. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'adresser la parole l'un à l'autre. Ce complot est à l'avantage de qui? Du parti au pouvoir? Bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est en pièces détachées et en pièces désordonnées. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un prisme qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah oui. Il y en a, ils ont dit même leur salaire sur les réseaux. Ah oui. Ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, l'actuelle épouse du président Gbagbo. Oui, c'est sa maman qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair. Je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel, pour employer l'expression qui est à la mode encore. Exactement. Monsieur, le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Je prends mon temps. Je suis en train de bâtir un parti. Je ne suis pas dans la politique de buzz. Je me projette. Et j'étais clair. Bonsoir à tous. Certains fidèles téléspectateurs de la bande à Khalil que nous accueillons ce soir, il a décidé de se confronter aux chroniqueurs de la bande pendant 90 minutes sans concession. Charles Bleu Goudé, président du COJEP, est notre invité. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans la bande. Je vous présente le président Jean-Paul Leroux, que vous connaissez très bien. Bonsoir, président. Bonsoir, Khalil. Jean-Yves Doué, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Mais attends, là, il y a deux présidents. Donc, on fait comment pour le président Jean-Paul Leroux, est-ce qu'on peut enlever le président? C'est vrai qu'il est président émérite de l'Union des journalistes. Tu peux dire président émérite? Tu peux dire Jean-Paul ou... JP, ça peut aller aussi. Bon. Bonsoir, Edson. Bonsoir, Khalil. Très belle tenue, hein? Oui, effectivement, c'est un kimono fait par un ami créateur, originaire du Burkina Faso. Donc, j'ai voulu rendre hommage. Et puis aussi, pour l'occasion, il fallait que je mette une tenue... De combat. Non, j'ai une tenue impériale. Impériale. Voilà, impériale. Parce que c'est japonais. Voilà. Et duplex, on a Maître Ben Luther Touérez qui est connecté. Sinon, on le prendra en cours. Bon, je pense qu'il va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Charles Bleu Goudé, on va d'abord commencer avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien savoir quel est votre regard sur la situation politique actuelle au lendemain de la présidentielle et de la législative. Bien, merci, mais avant moi, je voulais féliciter la bande. Je me retrouve là en présence des nôtres. Quand je dis des nôtres, c'est des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens qui se sont organisés pour décrypter l'actualité de notre continent. Avant, on avait affaire à des gens qui viennent faire une semaine à l'hôtel Ivoire à Abidjan, ou à Brazza, ou à Lomé, et puis après, on les appelle les spécialistes de notre continent. Vous avez décomplexé tout cela et je voudrais vous féliciter. Merci je suis l'un de ceux qui, chaque jour, quand il peut, à l'antenne, vous suit. Merci beaucoup, voilà. président. Cela dit, pour répondre à votre question, mon regard sur la situation politique en Côte d'Ivoire, souvent, moi, j'ai mal. J'ai mal quand je vois des anciens présidents ghanéens se réunir autour du président en exercice pour un dîner annuel, pour parler de leur république, échanger les expériences, les partager. Quand je vois au Bénin une passation entre un président sortant et un président élu, au Sénégal aussi, et dans bien d'autres pays. Dans mon pays, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, quand un président est élu ou prend le pouvoir, soit l'autre en prison ou il est en exil. Pourquoi? Et c'est là mon regard. Nous peinons à nous doter d'un organe qui organise les élections en toute transparence. Un organe autour duquel tout le monde est d'accord. Mon pays est donc devenu, par la force des choses et de l'histoire, et je n'invente rien,
un pays à risque électoral. Chaque fois qu'on approche une élection majeure, l'élection présidentielle, au lieu de s'organiser pour une participation massive, vous verrez que chaque Ivoirien se prépare à franchir la frontière. Si ça n'a pas eu lieu, alléluia. Tout récemment, en 2025, vous verrez qu'à quelques jours de l'élection présidentielle, les supermarchés étaient envahis. Les gens faisaient leurs provisions. Comme si une guerre allait s'abattre sur nous. Pourquoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à s'attendre autour de l'élection. Soit elle est mal organisée, soit elle est contextée. Et donc, voilà ce regard-là. Et c'est ce que moi je veux, parce que je veux qu'on puisse un jour aller à des élections en Côte d'Ivoire de manière pacifique, qu'il y ait une passation des charges entre un président élu et un président sortant. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est le seul regard? Tout part de là. Personne, aucun investisseur sérieux n'aimerait injecter son argent dans un environnement à haut risque électoral. Là où il y a la déstabilisation, là où il n'y a pas de stabilité, celui qui investit, il se projette. Je rêve qu'un jour, mon pays puisse se doter d'un organe électoral bien crédible, dès que les élections aient lieu, et que celui qui gagne dirige, et celui qui n'a pas gagné soit l'opposant, qui critique et propose, et qu'on s'éloigne des injures. Merci. En 2025, il n'y a pas eu d'alternance en Côte d'Ivoire. Quand vous avez lancé une coalition pour l'alternance pacifique, c'est bien ça, CAPSI. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu du recul, quel bilan tirez-vous de cette initiative? Vous savez, on n'obtient pas l'alternance juste par souhait. J'aimerais qu'il y ait l'alternance. Je souhaiterais, ça ne se limite pas à ça. Et il faut se donner les moyens de l'alternance. Est-ce qu'on partage un projet? Est-ce qu'on partage une vision? Est-ce que nous tous, on est d'accord qu'au-delà de nos égos, qu'au-delà de nos ambitions personnelles, sommes toutes légitimes? On est à même de dire non, écoutez, le peuple nous attend quelque part. Attend un changement, attend une alternance. Parce que l'avantage de l'alternance, c'est que celui-même qui dirige est obligé de faire attention aux actes pendant qu'il dirige, aux décisions pendant qu'il dirige, aux décrets pendant qu'il dirige, aux lois pendant qu'il dirige. Parce qu'il sait que deux mandats après, il tombe de l'autre côté de la frontière. Il devient un citoyen à qui la loi aussi, qu'il a voté, peut s'appliquer. Mais quand on est convaincu, quand on est sûr d'une éternité au pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'alternance, on fait tout et n'importe quoi. C'est pourquoi l'alternance, au-delà des individus, elle est importante. Malheureusement, nous, on n'a pas pu l'obtenir parce qu'on ne voulait pas. Chacun est venu dans une coalition avec son agenda personnel. Et moi, je pense que c'est tout cela qu'il faut changer. Alors, Cap Côte d'Ivoire, on a essayé, mais on n'a pas pu. On a essayé, on n'a pas pu. Il faut le reconnaître. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer. On essaie, on échoue, on tire les leçons. Et puis la prochaine fois, on peut recommencer, on peut faire autre chose. Jean-Paul Leroux. D'abord, un petit message à Ben Luther qui est en duplex, qui nous a rejoint. Mets-toi dans une position parce que là, il y a un contre-jour pour la qualité de l'image. On ne voit pas bien ton visage. Voilà. Vous êtes réalisateur, président aussi. Oui, quelquefois, bon, c'est important. Charles Blé Goudé, dans d'autres circonstances, c'est connu, hein, nos proximités fait qu'on se donne du tu. Mais aujourd'hui, pour l'exercice dans lequel nous allons nous engager, je vais vous donner du vous et du monsieur, tout en faisant un effort pour ne pas trahir notre amitié. C'est vrai, vous êtes rentré après une séquence carcérale difficile, mais je ne dirais pas triomphale, puisque vous êtes sorti de la CPI à peu près de 6 ans de procès, vous êtes sorti acquitté, c'est-à-dire reconnu innocent. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a le patron, ou l'un des patrons du parti au pouvoir, le RHDP, M. Cissé Bakongo, lors d'une conférence de presse, a dit clairement, sans embâche, il n'est pas passé par 4 chemins. Charles Blé Goudé est avec nous, au propre, comme au figuré. Au propre, là, ça veut dire que tu es sur le territoire national. Vous êtes sur le territoire national. Excusez-moi, je t'écarte. Et au figuré, peut-être que vous êtes le RHDP. Les Ivoiriens
suite à cela, on a vu une de vos communications pour répondre à M. Cissé Bakongo. Mais entre-temps, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, comme on dit chez nous, on ne vous sent pas. De toute façon, on vous a senti en 2010, 2009, 2008, 2007, je viendrai jusqu'à 2002. Aujourd'hui, là, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment avec le nous, là? C'est RHDP, c'est avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que... Dites-nous, dites tout aux Ivoiriens. Ok, merci. Merci Jean-Paul. Pour notre proximité, je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, on a fait la cité universitaire de Yopougon ensemble, on a galéré, on est amis. Bon, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. C'est clair. Voilà. La question que vous posez, moi j'entends souvent sur les réseaux, mais on est habitué à ça maintenant. M. Cissé Bakongo a dit que M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Moi-même, je l'avais retenu au début, mais je suis intervenu là-dessus. Je demandais qu'est-ce que ça veut dire. Vous me demandez à moi qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi ça m'a vous demandé? Je ne suis pas l'auteur de la phrase. Demandez-lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Charles Blé Goudé est avec vous au sens figuré comme au sens propre. Il est à Abidjan. On le voit toujours. En tant que journaliste, vous pouvez faire une investigation et puis aller le voir, lui demander. Votre phrase continue de faire polémique. Que vouliez-vous dire au juste? Il vous répondra. Maintenant, il faut le reconnaître, cela a donné l'occasion à mes adversaires de me traiter d'un RHDP. C'est un parti politique. Quoi qu'il soit au pouvoir, c'est un parti politique. Moi aussi, je suis leader d'un autre parti politique. Mais il faut situer la réaction de Cissé Bakongo dans un contexte. Il était à une conférence de presse où un journaliste lui a demandé. Guillaume Soro déclare qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais le RHDP lui pose une condition. D'abord, de prendre sa carte de militant avant de rentrer. C'est en ce moment qu'il dit, même Blé Goudé est ici avec nous au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, il a son COGEP. Allez chercher cette phrase. Pourquoi vous le mettez? Pourquoi vous chantez cette phrase? Il faut l'ajouter. Pourtant, il a son COGEP. Moi, je suis dans aucune coalition avec le parti au pouvoir, dans aucune alliance avec le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, s'il y a aujourd'hui un leader politique qui souffre des décisions injustes contre lui, c'est moi, Charles Blé Goudé. Et je vous donne l'exemple. C'est des faits. On va laisser le commentaire, il paraît que. Nous sommes d'abord 4 pro-Gbagbo à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo lui-même, Simon Yves Gbagbo, le général Dogo Blé et moi-même. Pour des raisons qui leur sont propres, c'est le président Gbagbo et moi qui avons été devant la Cour pénale internationale. Conséquence de notre acquittement, Simon Gbagbo et Dogo Blé ne sont plus conduits à la CPI. Parce que les mandats étaient là. Mais la thèse du procureur était que nous 4, nous étions dans un plan commun. Dès l'instant où le plan commun s'est écroulé comme un château de cartes, il n'y a plus besoin de les faire venir. Mais l'intérêt de mon propos, c'est que quand on nous acquitte à la CPI, en Côte d'Ivoire, on est condamné à 20 ans. Après, le régime d'Abidjan va gracier le président Gbagbo de 20 ans, va gracier le général Dogo Blé de 20 ans, dégeler leurs comptes, amnistier l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo, dégeler ses comptes. Moi, Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié, compte encore gelé, ni éligible, ni électeur. Et c'est moi qui serai en de connivence avec le pouvoir. Tous les autres, les Koné Katina et autres, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils sont réintégrés à la fonction publique, leurs épouses réintégrées à la fonction publique. Moi, ma femme est aujourd'hui femme de maison. Elle est devenue femme de ménage à la maison. Titulaire d'une maîtrise en droit, titulaire d'un 2SS en affaires internationales, obtenu à l'école des hautes études de Paris. Elle travaille au port d'Abidjan. Elle a été jetée à la porte comme une malpropre.
sans droit. Elle est à la maison. Elle et moi, on élève les porcs et les poulets à Petit Bondoukou. Pendant que eux, leurs épouses, ont été reprises à la fonction publique dans un régime qui ne reconnaissent pas. Soyons logiques. Je sais qu'on peut ne pas m'aimer, hein, mais je n'écris pas. Je ne parle pas de tout cela. Parce que je ne suis pas un vendeur de désespoir. Je ne suis pas un pleurnichard. On me reproche même cela. Mais pourquoi il n'en parle pas? C'est un mourant. Donc, comme il n'en parle pas, alors il est de connivence avec le pouvoir. C'est comme quelqu'un vient chez vous, il vous dévalise. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas bien fermé votre porte? C'est pourquoi on vous a volé. Je parle donc de tout cela. Mais mieux, je le dis pire, un passeport qu'on obtient en 3 jours en Côte d'Ivoire, ou pour ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils obtiennent en 1 mois. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi avant de l'avoir. On ne traite pas un ami comme ça. Donc, ce n'est pas de moi qu'on parle. Si j'étais militant du RHDP ou de connivence avec le RHDP, je l'aurais assumé. Mais il y a des probabos, des anciens probabos qui sont aujourd'hui avec le régime d'Abidjan. Et il assume fièrement. Et les gens ne leur jettent pas de pierres. Il y en a qui ont signé des partenariats avec le RHDP. Ils sont en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas le cas. Mes adversaires me cherchent toujours noises. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais dans ce cas, pourquoi depuis tout ce temps vous êtes resté, puis vous avez adopté une posture, je dirais, assez passive? C'est-à-dire tout ce qui se passe, on a l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Blé Goudé ne veut pas en parler. Parce qu'il estime peut-être que ce sont des affaires qui sont un peu, je dirais, critiques. Donc en parlant de ces affaires-là, peut-être l'appareil judiciaire pourrait potentiellement s'abattre sur Charles Blé Goudé. Donc il n'en parle pas. Parce qu'on a vu que, par exemple, on a Jean-François Kouassi, qui est lui aussi un acteur politique, qui a eu une condamnation, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une certaine prise de position. On a Saleh Timoko, pareillement aujourd'hui, qui connaît des déboires judiciaires, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine prise de position. Par contre, Charles Blé Goudé, on ne l'entend pas. Ça, c'est un. De deux, sur ce plateau-là, on avait... On peut commencer de un an d'abord. Oui, déjà rapidement. De deux, sur ce plateau, on avait docteur et Saraka qui était ici. Et on a parlé de votre condamnation et on a un de nos camarades, chroniqueur, Maître Kakou, qui avait dit vous pouvez demander une réexamination, voilà, genre du procès, parce qu'il a été fait par contumace et tout. Il avait donné la solution pour que votre condamnation puisse être levée. Docteur Saraka a dit effectivement c'est une bonne, je vais dire, c'est une bonne piste. Voilà, donc ça sera creusé, on pourra voir. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a plus entendu parler de ça. Donc lorsqu'on regarde ces 2 éléments-là, il est légitime aussi que les gens se disent que quelque part, on se dit que Charles Blé Goudé est peut-être avec eux. Donc que répondez-vous à ces deux questions-là? D'accord. D'abord, vos suppositions sont vos suppositions. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est que les gens, ils font des suppositions. Ils transforment leurs suppositions en vérité et leur vérité en loi que tout le monde devrait suivre. Et peut-être que, vous allez me juger, moi, sur les peut-être que. C'est sur ça que moi, vous allez me juger. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je suis Charles Blé Goudé. En 2005, l'ONU me condamne, me sanctionne. Et quelle est cette sanction? Interdiction internationale de voyage dans le monde entier. L'Organisation nationale des Nations Unies. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que je suis blacklisté de 2005 jusqu'en 2017, pendant près de 12 ans. Vous m'avez vu pleurnicher. Ou bien parce que je n'avais pas pleurniché, j'étais avec l'ONU. Deuxièmement, je suis interdit bancaire dans le monde entier. Décision prise par l'ONU. Vous m'avez pleurniché. Ou bien à cette époque, parce que je ne pleurnichais pas, j'étais de connivence avec l'ONU. L'ONU a envoyé des agents jusqu'à ma maison d'édition. Quand je sortais le livre, mon œuvre, Côte d'Ivoire, ma part de vérité. Ils sont allés jusqu'à mon éditeur pour éviter les publicités. C'était donc un organe de presse en Côte d'Ivoire, gouvernemental. On leur dit, vous n'allez pas éditer ce livre. Parce que si vous éditez ce livre, il va le vendre, il va gagner de l'argent. J'ai dû faire une déclaration pour dire, je vais écrire le livre, il va être vendu, mais les retombées financières, je vais les donner à des jeunes de la rue. Est-ce qu'à cette époque, parce que je ne pleurais pas, parce que je ne criais pas, on pouvait m'accuser
d'être de connivence avec l'ONU. Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Deuxièmement, laissez le jeune Jean-François Kossi faire sa carrière. Ne l'opposez pas à des gens comme nous. Il est au début. C'est normal. Laissez Assalé Temoko faire sa carrière. Ne nous opposez pas. Parce que tel que vous me posez la question, je risque de me justifier et je peux créer des dégâts collatéraux. Ce que je ne souhaite pas. Je pense qu'on peut toujours faire les choses ensemble. Donc le fait que je ne parle pas, ne veut pas dire que moi, je suis de connivence avec le pouvoir. Seulement, j'ai toujours, dénoncé ce dont vous parlez. Allez sur YouTube. Vous pouvez taper Charles Blé Goudé dénonce sa condamnation à 20 ans. Je l'ai fait quand j'étais à La Haye. Je l'ai fait quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Sauf que il y a une nouvelle manière de dénoncer maintenant, que tout le monde adopte. Il faut crier, il faut insulter, il faut dire que l'autre ne connaît rien. Je ne suis Non, pas forcément insulter, je ne pense pas que ce soit forcément. Et puis vous n'allez pas être plus royaliste que le roi. Vous parlez quand même de ma condamnation, vous ne m'aimez pas plus que moi. Ok. Je vais juste vous donner un exemple. Savez-vous que le PASTEF était dissous le 31 juillet 2023? Au moment où je vous parle, le PASTEF est au pouvoir. On parle d'un pays où les institutions fonctionnent quand même. Non, je vous dis d'abord que ce parti-là, ce n'était pas par gentillesse. Ce n'est pas une institution qui fonctionnait, qui a rétabli le PASTEF. Le décret de dissolution de PASTEF, qui a été pris le 31 juillet 2023, a été abrogé en mars 2024, après l'accession au pouvoir du Diomaye Faye. Monsieur, le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Je prends mon temps. Je suis en train de bâtir un parti. Je ne suis pas dans la politique de buzz. Je me projette. Et j'étais clair. Mais je ne suis pas totalement d'accord. Insa. Alors, je dirais, monsieur le ministre, vous préférez monsieur le ministre ou... Non, chef frère, appelez-moi comme vous voulez. D'accord. Moi, monsieur le ministre, je vais aller sur monsieur le ministre. Parce que c'est vrai que souvent, on oublie en Côte d'Ivoire que monsieur Charles Blé Goudé a été ministre en Côte d'Ivoire. Et c'est très important de le mentionner. Vous aviez évoqué une période assez intéressante, 2005, où vous aviez eu en fait une interdiction en termes de déplacement et même d'avoir une liberté financière dans le monde suite à vos activités en Côte d'Ivoire. On vous a connu comme leader de la galaxie patriotique, un leader de la jeunesse en pleine crise ivoirienne. Alors la période 2005 et je dirais même 2002 jusqu'à 2010 à l'organisation des élections est une période charnière. Lors d'une interview en fait avec un de nos confrères sur une chaîne, vous avez fait cas d'une situation assez atypique. Suite à une intervention sur la télévision ivoirienne, vous aviez été interpellé par l'épouse de votre mentor, le président Laurent Gbagbo, et vous aviez été convié au domicile de cette dernière et vous aviez été contraint à faire des excuses. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de cette rencontre, mais il y a quelque chose de très important. On a connu le Charles Blé Goudé, très engagé sur ses idées, le Charles Blé Goudé téméraire, le Charles Blé Goudé aujourd'hui qu'on voit qui est déterminé, qui dit qu'il prend son temps, mais il a un objectif, c'est une solution pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes dans une situation où vous défendez des idées sur la télé publique, en aparté vous êtes convié pour présenter des excuses sur un leitmotiv qui, pour ma part, est logique, parce que vous demandez à ce que on aille aux élections dans des conditions où certaines personnes ne détiendraient pas des armes. Est-ce qu'à ce moment, vous, M. Charles Blé Goudé, intérieurement, vous ne vous dites pas que vous menez un faux combat? Parce que vous êtes censé défendre des idées pour aller à des élections, et votre mentor, en face de votre mentor, ceux qui ont eu à prendre des armes, d'accord, vous êtes contraint de leur présenter des excuses. Or, vous demandez à ce qu'on baisse les armes et qu'on aille aux élections. Merci, M. Insa. Avant ça, sur des accusations de collusion, là, tout à l'heure, une idée m'est venue en tête. Vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, on m'a présenté comme quelqu'un qui était propriétaire des stations d'essence, des services, comme quelqu'un qui était propriétaire de plusieurs immeubles et autres. J'ai fait 11 ans et demi hors de mon pays. Je reviens. Ce débat a disparu. Pendant 11 ans, les tenants du pouvoir n'étaient plus mes camarades. Donc, ils ont toute la latitude d'enquêter
Et quand je reviens, je veux qu'on me pose cela. Où sont les stations d'essence qui étaient les propriétés de Charles Blé Goudé, l'homme riche qu'on a voulu présenter. Tout ça pour me diaboliser. Quand j'arrive à la Cour pénale internationale, une enquête est engagée pour savoir si je suis solvable ou pas. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba, qui était mon voisin, a été déclaré comme quelqu'un de solvable. Donc la CPI ne payait pas ses avocats. Par contre, moi j'ai été déclaré indigent. C'est pourquoi la CPI payait moi mes avocats, avec ceux du président Gbagbo. Je vous rappelle tout cela pour dire qu'on est dans une bataille politique. Donc Charles Blé Goudé est une cible, et des partenaires et des adversaires. Mais sur un terrain de football, quand l'entraîneur dit à ses joueurs, blessez celui-là, ça veut dire que c'est le meilleur joueur. En parenthèse, je reviens à vous. Cette période-là, elle m'a marqué. L'action dont vous parlez a eu lieu en 2009. Et c'est en novembre 2025 que sur le plateau d'Ali Diarra-Souba, après que des journalistes m'aient mis presque le doigt dans la gorge, parce que depuis que je suis arrivé, toutes les questions qu'on me posait sur mon mentor, le président Gbagbo, je dis je n'y réponds pas. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un prisme qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah Oui. Il y en a, ils ont dit même leur salaire sur les réseaux. Oui. Ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, oui. L'actuelle épouse du président Gbagbo. Oui, c'est sa maman même qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair. Je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel, pour employer l'expression qui est à la mode encore. Exactement. Je reviens sur votre question. Il faut situer le contexte. On me dit, vous avez refusé que votre femme fasse une commission que le président Gbagbo lui a demandé de faire. Et ça participe à la diabolisation d'un garçon impoli. Ce n'est pas vrai. Non, je leur ai dit la commission réelle qui m'a été faite. La commission réelle qui m'a été faite, j'en ai parlé sur le plateau. Ce que j'ai subi en 2009 a été un choc pour moi. À partir de là, je commençais à réfléchir autrement. Et je suis d'accord avec vous, je me suis posé la question, je suis dans quoi? Demander que des rebelles déposent les armes et qu'une dame qui n'est même pas politique me convoque pour me demander de présenter mes excuses. Parce que si les armes tournent, elles ne seraient pas contre le président Gbagbo. Elles seraient contre le président Ouattara. C'était très clair. D'accord. Bon, les armes ont tourné en 2011. Je me suis rendu compte que c'était contre le président Gbagbo. C'était contre le peuple de Côte d'Ivoire. Sauf contre elle. Elle n'a pas été l'objet de menaces? Non, du tout. D'accord. Elle a même dit qu'elle a appelé le Golf Hotel pour savoir si elle était concernée par ce qui se passe, tout ça. Ils ont dit non, 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 vous n'êtes pas concernée. C'était très clair. Pendant que nous, on se cherchait, elle a eu le temps d'appeler tout ça, parler même avec ceux qui nous tuaient. Bon, ça, les Ivoiriens ont le temps de faire leurs analyses. D'accord. Sur cet épisode, j'étais très clair. Et des gens sont venus à la télé pour dire non, il ment. Il y a comment il s'appelle ce monsieur? Demba Traoré qui est même venu à la télé avec le Coran. On doit même mettre une commission d'enquête en place pour enquêter sur l'authenticité de ce prétendu Coran. Est-ce que ce monsieur n'avait pas un livre d'Arlequin qu'il a mis là parce qu'un homme qui croit en Dieu, que ce soit Allah ou Jésus ou ce que vous voulez, ne peut pas venir jurer comme ça sur un Coran. Et puis il jure et puis il raconte des mensonges. Parce qu'il n'était même pas là. Il n'a pas été cité comme témoin d'un événement qui vient de démentir. Mais Konaté Sédiki, par contre, a fait une déclaration. Il a confirmé que l'événement a eu lieu. Mais qui ne se souvenait pas que vous étiez, par contre, agenouillé. Laissez le problème d'à genoux. Est-ce qu'on m'a demandé de présenter mes excuses à Guillaume Soro, oui ou non? Et quelles ont été les conséquences de cet acte-là sur les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui? Ça fait combien d'années que nous sommes dans l'opposition? De 2011 jusqu'à maintenant, 2026, ça fait 15 ans. Oui. Et on en a encore pour d'autres années. Pourquoi? Pour les caprices de quelqu'un. J'en ai été choqué.
Les caprices de Et qui? jusqu'aujourd'hui, De qui? j'en suis choqué. Les caprices de qui? On parle de la personne qui m'a demandé de présenter mes excuses à Guillaume Soro. C'est intéressant. Donc, Ah, voilà. C'est une personne qui empêche aujourd'hui l'opposition de se réunir. Voilà, mais bien sûr, quand la personne va dire non, ne recevez pas celui-là, ne recevez pas celui-là, non, je ne veux pas voir celui, je ne veux pas voir ça. J'étais très clair. La personne me dit, tant que je suis en vie, tu ne verras pas le président Gbagbo. Mais est-ce que, suite à vos propos, je vais juste Allez-y. m'arrêter là, tout à l'heure, une question était posée par le président Jean-Paul Roux concernant votre lien au sens propre, au sens figuré, selon M. Bakongo. Et vous évoquez là 15 ans que nous sommes dans l'opposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas sous-entendre aussi cette version-là de la personne que vous indiquez? Est-ce qu'elle ne peut-être pas, n'est pas peut-être aussi de façon au sens figuré avec le parti au pouvoir? Parce qu'elle peut être considérée comme le caillou dans la poche. Parce que... Moi, je ne veux pas lancer d'accusation. Non, non, non. Après, c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat Oui. que la gauche ivoirienne est victime d'un complot. Et ce Aujourd'hui, complot-là plairait- on ne peut même plus s'adresser la parole l'un à l'autre. Ce complot est à l'avantage de qui? Du parti au pouvoir. Bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est en pièces détachées, est en pièces désordonnées. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Il y a quelqu'un là qui profite de tout cela, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on se retrouve. Dites-moi, M. Nssa, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas réparer là? Quand on met dans la balance nos ressentis et l'intérêt de notre combat, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Mais ça, c'est un autre débat. Je veux juste vous dire que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Je vous regarde droit dans les yeux et j'assume mes propos que j'ai tenus sur NCI. Et je demande à la personne de me traduire en justice. Et puis on va faire le débat juridique. Alors, vous êtes prêt à... Moi, je suis affronter prêt à la ça. justice? Moi, je suis prêt à ce qu'on aille en justice. M. Charles Blé-Goudé. On peut me dire Charles de Goudé m'a diffamé et puis on y va. Le débat, on parle bien de Mme Nadi Bamba. Oui, oui. M. Charles Blé-Goudé, j'imagine que vous n'êtes pas un naïf de la vie politique en 2009. Quand on vous convoque à cette rencontre, vous savez déjà l'implication de Mme Nadi Bamba depuis qu'elle est dans la vie de Laurent Gbagbo dans la gestion des affaires de l'État. Donc, vous nous présentez la situation comme si en 2009 vous étiez surpris de son implication et de ses instructions. Vous savez que cette dame, depuis qu'elle est auprès du président, dans la vie du président Laurent Gbagbo, il y a des décisions que ce dernier a Non, prises. ça, moi, je ne savais pas. Ça, c'est vous qui me l'apprenez sur ce plateau. Moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas qu'il y a eu des éléments... Non, moi, je ne savais pas. Mais je ne Ok. savais pas. Je ne savais pas du tout. Et puis bon, je pense qu'il a posé une question. Je souhaite qu'on ne transforme pas cette émission en un procès de Nadi Bamba. Absolument pas. Parce que les gens C'était pas font des l'objectif. mélanges des gens en Côte Bien d'Ivoire. sûr, bien Je pense qu'il voulait savoir quelque chose. Il a posé la question, j'y ai répondu. Bien sûr. Et n'insistez pas. Non, je ne veux oui. pas à chaque plateau être celui qui est là pour être un procureur du président Gbagbo. Je ne veux pas. Non, absolument pas. Absolument pas. C'était pas l'objectif visé, en tout cas. Merci. Ouais, surtout aussi, en fait, sur les réseaux. Sur les réseaux, on a beaucoup vu aussi certaines personnes. Parce que moi, franchement, je n'ai pas vu de vidéo où vous aviez déclaré que par le passé, toutes les actions que vous aviez menées là, vous regrettez. Apparemment, c'est ce qui a été dit. Et c'est un verbatim qui est repris chaque fois pour vous, je dirais, pour vous jeter à l'avenir populaire. On dit Blé Goudé a dit ce qu'il avait fait par le passé. Là, il était encore jeune. Donc, ça s'expliquait aujourd'hui, il est mature, donc il ne peut plus reproduire les erreurs du passé. Est-ce que vous l'avez vraiment dit? Moi, je n'ai jamais dit ça, mais j'arrive. Alors, j'entends des gens dire Blé Goudé n'est plus le même. Il est devenu mature, il a changé, il est devenu calme. Vous, quand vous aviez 2 ans, même 1 an et demi, dans la cour, même dans le quartier, vous pouvez même courir nu. Ça ne gêne personne du tout. C'est de votre âge. Ensuite, il y a des jeux auxquels vous participez, c'est de votre âge. Vous comprenez ce que je veux dire? L'être humain, là, il traverse le temps. Et son comportement s'y adapte. Si c'est ça mon erreur, c'est que je ne suis pas humain. Mais c'est sur un plateau de télévision que la question sur la monnaie m'a été posée. Est-ce que vous voulez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ait elle seule sa monnaie? Parce qu'en son temps, quand on était dans la crise post-électorale, on parlait du MI. C'est ça, non? Oui, c'était ça. On y va de la résistance. Ivoirien de La résistance. résistance. Et je leur dis, mais on ne crée pas une monnaie comme ça. Ça engage beaucoup de réflexions.
Et ça tient compte d'un contexte économique, même de la sous-région dans laquelle on est. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre comme ça, isolée. Même l'Angleterre, avant de sortir de l'Union européenne, il y a eu des débats. Brexit. Le Brexit, c'est en 2016 que le référendum a eu lieu. Mais c'est en 2020 que ça a été acté, après plusieurs discussions. Parce qu'entre ces pays, circulent des capitaux, circulent des personnes, circulent des biens. Donc j'ai fait cette analyse. Et je leur ai dit, mais quand on sort de l'université, tous les livres qu'on a lus, on pense que ça va s'appliquer tout de suite. J'étais encore jeune, je pense que je revois tout ça. Ok. Est-ce que ça, c'est un péché? Ouais. Alors non, il dit qu'il regrette tout. Non. Vous pouvez aller vérifier à la Cour pénale internationale. Où pendant 6 ans, j'ai fait face au procureur. Jamais vous n'avez entendu de ma vie que moi je regrette et que je lui demande pardon. J'ai affronté le procureur. Et je lui ai laissé mon adresse. J'ai fait 14 mois à la DST en détention. Vous ne trouvez nulle part une vidéo où je suis en train de prendre mes excuses à qui que ce soit. Mais quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais vers le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce peuple, il y en a pour qui je suis un héros, mais il y a d'autres pour qui je suis un diable. Mais ce sont des Ivoiriens. Je suis allé vers eux et je leur dis, ok, si vous m'avez mal compris, si vous avez été choqué par mes propos d'antan, je vous présente mes excuses. Mais présenter ces excuses à un peuple, ça, ce n'est pas se renier. Winnie Mandela, bien qu'elle ait été victime de l'apartheid, que son mari a été en prison, qu'elle a été seule à élever ses enfants, quand Desmond Tutu, qui conduisait la commission Vérité et Réconciliation, est venu la voir, elle a présenté ses excuses. Ça n'a pas fait d'elle une personne moins que politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne suis pas un homme orgueilleux. J'ai même mon ego de côté quand on parle de mon pays. Ceux dont vous parlez sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu analyste politique, tout le monde est devenu... Je les respecte leur combat, mais je pense que souvent, tout ce qu'ils disent n'est pas sourcé. Quand quelqu'un te dit, il place la caméra, il te dit, je vais te détruire demain. L'intention est là. Donc tout ce qu'il dit n'est plus objectif. Okay, donc si c'était à répondre, hormis cette histoire de la monnaie où vous ne maîtrisez pas tous les alentours et tout, hormis ça, le reste, si c'était à refaire, Blé Goudé allait... Mais mieux, cher ami, allait refaire. Ils ont même interprété encore une autre phrase. J'ai dit que j'étais dans la rue contre les armes. Si un jour ça arrive encore dans mon pays, je serai encore dans la rue contre les armes. On dit, oh, il est avec Alassane Ouattara. La question que je pose, j'ai peut-être mal choisi mes mots, mais je dis, est-ce que vous êtes contre les armes comme moyen de conquête du pouvoir par principe? Ou bien vous êtes contre les armes quand seulement ces armes sont contre vous? Qui êtes-vous? Les principes sont comme les racines d'un arbre. On ne joue pas avec. Moi, Charles Blé Goudé, je suis opposé aux armes comme moyen de conquête du pouvoir. C'est ça l'homme que je suis. C'est ça l'homme politique que je suis. Je n'étais pas contre les armes parce que le président Gbagbo était au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, je suis contre les armes. Je suis pour que on puisse diffuser ses idées, les partager avec le peuple, lui proposer un projet. Quand il accepte, il vous donne le pouvoir. Alors, tu ne dis pas non, comme moi, les autres ont pris contre les armes contre moi hier, alors moi aussi, je prends les armes. Qui es-tu? Quels sont tes principes? Nelson Mandela, ça lui a pris beaucoup de temps. 27 ans en prison. Mais la lutte contre l'apartheid n'a pas commencé. Pendant ces 27 ans au pouvoir. Quand il sort de là, mais il continue son pouvoir jusqu'à obtenir, en 1994, où il devient le président, le premier président des élections multipartites. Est-ce que vous croyez en vos idées? Si vous croyez en vos idées, donnez-vous les moyens de traverser le temps avec ces idées. Voilà qui je suis. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit. Okay. Non. On vous a dit que moi j'ai giflé le président Gbagbo en prison. Ça a circulé. Juste parce que non, il faut le diaboliser. Est-ce que moi, vous me voyez, moi, en train de lever même la main sur mon menton, en prison? Mais attends, quand même. Beaucoup a été dit. Beaucoup continue d'être dit. Les gens ont peur de la compétition politique. Mais il faut les rassurer. Tôt ou tard, cette compétition, elle aura lieu. Mais ce sera une compétition, pas d'insultes, pas d'injures, mais des projets contre des projets. Où il n'y a plus de mentors, où il n'y a plus de tuteurs, où jeunes contre jeunes, mais en ce moment, on sera plus jeune. On va discuter de ce qu'on veut faire de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr que mon projet sera le dernier. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'ils font circuler, je porte un projet dirigé par l'essentiel et les priorités, qui sera publié bientôt. Maître Bell-Luther, en duplex. Bonjour, monsieur le ministre, vous m'entendez? Oui, merci. Ok, très bien.
Monsieur le ministre, c'est un plaisir hein, de pouvoir discuter avec vous, de vous avoir sur le plateau. J'ai d'abord deux petites questions. Ça, c'est Deux bien l'appel de la petites CPI. questions très simples. Et là, j'ai en face de moi un avocat. Et de plus, l'ambiplexe, ça s'appelle les témoins qui témoignaient depuis Abidjan et tout ça. Donc là, vous me déstabilisez un peu, mais bon, allons. Ça va aller. Je vous promets que ça ira. Donc, deux petites questions, hein, toutes simples. Quel est aujourd'hui votre regard sur l'état de droit, les libertés publiques et le fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez confiance en la justice de votre pays? Bien, merci. Alors, quand vous parlez de l'état des droits, je vais même commencer par moi-même d'abord. Moi qui suis allé à la CPI, qui a été remis à la CPI par les autorités de mon pays, qui ont estimé que les juridictions de mon pays n'étaient pas encore prêtes pour me garantir un procès équitable, et que là-bas, je suis acquitté. Et pour les mêmes faits, aujourd'hui, j'ai fait l'objet d'une condamnation à 20 ans dans mon pays, et qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sur la liste électorale. Déjà, je suis une victime de ce droit-là. Donc, je ne peux pas dire qu'entièrement, dans mon pays, voilà, on jouit de ces droits totalement. Et deuxièmement, vous demandez... Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez confiance confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Oh ben écoutez, je veux plutôt parler du système juridique de mon pays, ou judiciaire de mon pays. Depuis tous les autres régimes, il faut que notre pays puisse se doter d'un régime judiciaire qui puisse garantir à chacun d'être rassuré quand il est convoqué en justice. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dès qu'on vous convoque, vous faites même vos bagages avant de partir. On dit, convoquer quelqu'un en justice ne devrait pas signifier automatiquement qu'il est condamné. Il faut que le droit rassure. Il faut que la justice rassure tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de tout ça que je veux parler. Moi, c'est un appel que je lance plutôt à tous les acteurs politiques. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est que vous critiquez. Le jour où vous êtes au pouvoir, ne faites pas ce que vous critiquez. C'est important. Aujourd'hui, au-delà de ma personne, beaucoup de personnes n'ont pas confiance dans la justice ivoirienne. Ils ont même peur de la justice. Quand ils sont convoqués, déjà, ils ont peur. Vous êtes ici en Europe. Quelqu'un peut aller comparaître et puis le soir, il va à la maison. La condamnation, c'est l'exception. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas garantir une adresse, parce qu'on a peur que vous puissiez fuir. Moi, je me rappelle qu'à la CPI, quand le juge s'apprêtait à nous libérer, il a posé une question au juge. Après que les 82 témoins sont passés à la barre, ça, vous n'avez pas suivi ça parce que c'était en privé, à huis clos. Il lui dit, mais vos 82 témoins sont faits. Vous avez encore d'autres témoins? Il dit non. Il dit, ok, d'accord. Ces deux messieurs, vous avez dit qu'une fois qu'ils sont dehors, ils ont un réseau puissant qui pouvait impacter, influencer vos témoins. Maintenant que vous n'avez plus de témoins, est-ce que vous pensez que leur maintien dans les lignes de détention se justifie? Oui, c'est ça qui est le droit. Mais on ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut lui faire mal. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut l'enchaîner. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'on veut, on veut le faire taire. C'est ça qu'il faut éviter. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est à toute l'Afrique que moi je parle. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je regarde ici. On va... Oui, bien sûr. J'aimerais très rapidement revenir sur votre condamnation par contumace. Je crois que la question a été évoquée, mais la réponse n'a pas été véritablement apportée, en tout cas à mon sens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ne sollicitant pas la réouverture de ce procès ou le réexamen de votre condamnation, vous ne donnez pas là le sentiment d'accepter, en tout cas implicitement, cette décision et que vous risquez là également de pouvoir peut-être un jour être interpellé pour pouvoir exécuter cette peine de 20 ans. Est-ce que cette situation vous préoccupe? Bien sûr que me préoccupe. Vous parlez d'abord de mes droits. Moi, depuis que je suis étudiant, je me suis engagé dans la cause commune. Et puis après, on peut l'apprécier comme on veut, mais après, je suis entré en politique. Et je n'ai jamais caché mon intention d'un jour faire partie de ceux qui vont diriger mon pays. Si je suis condamné à 20 ans, comment je ferais-je? C'est pourquoi je dis, ceux qui m'ont condamné veulent m'exclure du jeu politique. Mais surtout, condamnation. Sans vous couper, monsieur le ministre,
sans vous couper, monsieur le ministre, vous affirmez surtout que cette condamnation était injuste. Voyez? Mais je ne l'ai jamais caché. Oui, mais cette condamnation, elle est injuste, elle est injustifiée. Pourtant, vous n'avez entrepris aucune démarche judiciaire pour la faire annuler. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes avocat. Vous êtes avocat. Vous êtes avocat. J'ai déjà compris votre question. On l'aurait su au vu de ce que vous acclamez en fait dans l'opinion publique. Vous appelez à ce que l'opinion publique puisse considérer cette décision comme étant illégitime. Vous voyez? Et aujourd'hui, les gens se posent des questions, l'opinion publique se pose des questions. Si vous-même vous appelez à ce que cette décision soit considérée comme étant illégitime, mais pourquoi vous-même, vous ne la contestez pas devant les tribunaux? C'est la vraie question. Je pense que si vous avez... moi, j'ai compris votre question. On l'aurait su. Moi, j'ai compris l'essence de votre question. Alors, à plusieurs micros, à plusieurs tribunes, j'ai invoqué le principe des droits classiques. Nebis idem. Je parle à un avocat. Oui. Nul ne peut être ni jugé, ni condamné pour des faits pour lesquels il a été déjà jugé, ou relaxé ou condamné. Nebis idem. C'est une expression latine. Pourquoi vous ne la faites pas valoir alors pour le coup? Donc d'abord, vous dites que je ne dénonce pas. Je vous dis que je dénonce. Et je vous ramène à mes tribunes qui sont là, archivées. Vous pouvez en parler, vous pouvez le savoir. Même mon avocat, Maître Ndri, a dénoncé. Même devant la Cour pénale internationale. J'ai même demandé une audience et je l'ai dénoncé. Maintenant, après ça, vous dites, bon, maintenant... La dénonciation n'efface pas la condamnation pourtant. J'arrive. Maintenant, vous me demandez pourquoi je ne le fais pas devant les juridictions. Laissez-moi au moins le choix du moment pour le faire. Et ça aussi, ça fait partie des stratégies du combat. Vous le ferez un jour. Bien sûr que je ne peux pas laisser ça comme ça. Ok. Mais entre-temps, vous pourrez être interpellé pour la faire exécuter. Hein. Mais ça fait quoi? D'accord. Vous vous inquiétez pour moi, je vous comprends. L'avocat, il cherche. Mais vous cherchez un client. J'ai déjà des avocats. Et au sortir de cette émission, on pourrait en parler. Je pourrais vous mettre en contact avec Maître Ndri Claver. Avec plaisir. Déjà m'ont dit, écoutez, Guillaume Soro contestait sa condamnation devant la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO. Et il a gagné le procès. J'ai dit oui, et après? Parce qu'une stratégie ne vaut que le résultat qu'elle produit. C'est quoi la suite? Il est inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est moi, mon choix de stratégie. J'ai dit, mais tôt ou tard, je vais discuter avec le pouvoir sur cette question. Et donc, autant discuter maintenant. Au lieu d'aller faire tous ces grands tours à Abuja, tous ces grands tours en Éthiopie, je préfère qu'on parle, qu'on discute. Je ne veux pas que ma question de condamnation soit une étincelle qui va enflammer mon pays. C'est une décision que j'ai prise comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est aussi une leçon que je donne. Monsieur le ministre, quand vous dites que vous allez discuter avec le pouvoir sur cette question, est-ce à dire qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir politique s'interfère dans les affaires de la justice? Mais parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Toutes les questions politiques cherchent des solutions politiques, par des voies politiques. Voilà comment je le considère. Moi, je ne l'ai jamais considéré comme une question judiciaire. Moi, j'ai toujours considéré ça comme... C'est-à-dire, pour parler comme les Ivoiriens, on appelle ça apprenti mété calé. C'est ça. Pendant votre prise de parole, j'ai vu Moustapha a mis l'image du président Ouattara. Et si je me trompe, vous ne l'avez pas encore rencontré depuis votre retour à Abidjan. Pourquoi? Non, donc quand je dis apprenti mété calé, ça dit, le gars, on l'a libéré à la CPI. Allez, mettez un blocus ici, parce qu'on sait ce qu'il va venir faire. Et donc, ça va passer. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de PASTEF. Mon parti n'a même pas de récépissé encore. Pourtant, d'autres partis qui sont créés après le COJEP, dont les leaders étaient en prison avec moi, ont leur récépissé. Et c'est moi le traite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui m'accusent là, moi j'ai l'impression qu'ils ont mis leur cerveau en location. C'est fort. J'avais posé une question sur le Goudé tout à l'heure. J'ai posé une question, j'ai dit, depuis votre retour à Abidjan, vous n'avez pas rencontré le président Ouattara? Oui, je ne l'ai pas rencontré. C'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous avez fait la demande?
Oui, avant que je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai formulé officiellement une demande pour le rencontrer. Je pense que pour moi c'était important. Voilà, on s'est quitté en Côte d'Ivoire, tout le monde, pas sous fond d'amitié. C'était une crise qui a fait beaucoup de morts. Donc le président Ouattara est le représentant de tous les Ivoiriens. Donc quand je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai souhaité le rencontrer. Mais je n'ai pas eu l'opportunité. Et puis bon, voilà. Peut-être qu'un jour ça va venir. Monsieur le ministre, puisque vous êtes dans une démarche de réconciliation nationale. Bah oui, effectivement, il avait formulé officiellement la demande de rencontrer son oncle, comme il avait indiqué à l'époque. Mais je veux revenir sur un élément très important. Ça sera si vous permettez, des questions assez courtes. Il n'y a pas de questions tabou. Oui, questions courtes, parce que je veux que vous alliez en fait sur un point très important. Je vais vous dire. Monsieur Charles Blé Goudé, est-ce que quand vous étiez enfant, vous connaissez comme quelqu'un d'assez bagarreur? Ça, c'est de la psychologie. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je rassemblais, je jouais au ballon. Et même quand je commençais à être adolescent, j'étais même le président du club qu'on appelait Fraternité Club de Kogorobré. J'ai rassemblé. On me connaissait plus comme sous cet angle-là que sous un angle bagarre. D'accord. Donc en fait, vous aviez l'aspect du collectif, déjà le football, le sport collectif, d'accord. Tout à fait. Et vous étiez fédérateur. C'est ce que je faisais. Est-ce que comme certaines personnes dans le pays BT, d'accord, par le poids de l'histoire politique en Côte d'Ivoire, avaient déjà été marquées souvent par certaines injustices faites à leurs parents? Parce qu'on a votre mentor, le président Laurent Gbagbo, qui parlait du militantisme, d'accord, officieux de son père, et l'interpellation aussi de son père, suite au procès d'Assabou. Pas mal de personnes dans le pays BT ont été interpellées injustement. Est-ce que vous, déjà enfant, vous aviez aussi senti cette injustice, cette forme d'injustice? Vous aviez été marqué par cela? Ou pas? Oui, on l'a entendu. On l'a entendu, on était là, on nous disait toujours que le peuple BT était exclu de la gestion du pouvoir, il était exterminé par le président Oufoué. Tout cela, ce sont des narratifs qui ont nourri notre enfance. Du parti unique. Voilà. Mais je veux savoir, maintenant, l'idée de combattre, commencer dans les syndicats, on a su par la suite avec la FESI. Quand est-ce que cela naît? Cela naît au lycée, au collège? Quand est-ce que vous avez voulu commencer à combattre? Au lycée. Au lycée, je vous explique. D'abord parce que moi, j'ai fait l'enfance, le collège, tout ça, à l'intérieur du pays. Oui. Et là-bas, on ne sentait pas trop l'injustice sociale, tout ça, entre la différence, parce qu'on est au village. Moi, j'étais à Bondoukou, et là-bas, j'ai joué au ballon, j'étais bien acclamé. Et puis, j'ai mon BPC. D'accord. Au CG d'Alépé, et on m'oriente au lycée classique d'Abidjan. D'accord. C'est là que je vais prendre en plein visage la différence qui existait entre moi et les autres. D'abord, il y avait les cars. On nous appelait les esclaves du car. D'accord. Des cars qui venaient nous chercher au lycée classique. Et puis, les autres, que leurs parents venaient prendre dans des voitures luxueuses, tout ça. Et puis, il y avait le Messi. Et un jour, nous, on a voulu que notre ami soit notre candidat. D'accord. Et pour ça seulement, on nous a exclus du lycée pour une semaine. Et quand on est revenu, les élections avaient déjà lieu. D'accord. À partir de là, ceux qu'on appelait à l'époque les grands frères sont venus nous voir. D'accord. Au lycée classique encore, vous aviez des grands joueurs de basket, de football, que les cadres de l'Africa venaient prendre, de la SEC venaient prendre. Donc, nous, on était exclus de tout cela. D'accord. Okay. Et puis les grands frères viennent nous voir. Ils disent, mais écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut changer les choses? Ils venaient de l'université, c'était les jeunes Gué, la Hippo Martial, notamment. Intéressant. Et c'est à partir de là qu'une équipe est formée pour dire non, il faut un autre syndicat des étudiants. Voilà comment j'entre dans ce combat-là. D'accord, ok. Et c'est intéressant parce que, donc, si je comprends bien, c'est suite à une réalité, une différenciation sociale, vous avez été marqué par cette injustice faite, d'accord, sur le plan social. Parce qu'on a certaines personnes qui sont plus aisées au détriment d'autres personnes. Donc, c'est par un traitement qui n'était pas juste que vous aviez pris conscience, d'accord, qu'il fallait essayer d'équilibrer les choses. Oui, mais on peut même être différent socialement. Et avoir une justice. Quand on vous pétine, quand vous montrez que vous êtes moins que rien, là, en ce moment, vous vous révoltez. D'accord. Alors, pourquoi je veux en venir là, c'est très important. Charles Blé Goudé. Aviez-vous déjà entendu le surnom Blé la Machette? Si, j'ai lu ça par mes adversaires. D'accord. Et quand vous entendez Blé la Machette, vous vous sentez comment? Je me sens offusqué, mais je me dis que bon, c'est la voie qu'ils ont choisie pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'accord, leader de la jeunesse ivoirienne. Et on dit Charles Blé Goudé, souvent tous les crimes qui sont perpétrés, au sein de l'université d'Abidjan, il y a une seule personne, monsieur Charles Blé Goudé.
à la fois leader de la jeunesse et celui-là qui a étendu la violence au sein de l'université. Malheureusement, j'ai dit bien la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire est dissoute. Voilà, dissoute. Comment vous percevez cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a un regard qui est complètement, peut-être, un narratif qui est complètement étriqué sur cette fessie que vous aviez connue. Et c'est pour ça que je vous posais des questions sur la genèse. Je réponds. Et maintenant, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire des juridictions, où on avait eu à l'époque, et ce n'est pas un secret, j'ai fait face très jeune à la justice ivoirienne, à ma qualité de leader de la FESI. Si j'avais perpétré tous ces crimes, la justice ivoirienne a eu l'opportunité de me condamner. J'ai fait 9 fois la prison pour mes opinions en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous. Ceux qui disent sur les réseaux que non, c'est un mourant, chacun a une histoire et un parcours. Et donc, à cette époque, on l'aurait fait. Seulement, à cette époque, on était beaucoup traqués. On était beaucoup, je veux dire, poursuivis par la police. Et donc, quand les policiers venaient, c'était les courses-poursuites. Et puis après, il y a eu une crise interne au sein de la FESI, où des gens n'ont plus voulu que je sois à la tête de cette organisation. Pour des raisons politiques, ils étaient manipulés par leurs parrains. Vous les connaissez. Et puis, ils ont choisi la voie de la violence. Parce que pour que je sois élu, c'était des votes. Pourquoi? Pour que vous m'enleviez, il fallait avoir recours à une voie qui n'est pas légale. En ce moment, ils ont pris, eux, des machettes contre nous. Mais c'est notre histoire. Vous avez aussi pris des machettes? Non, moi, je n'ai jamais pris des machettes. Donc, en fait, ils ont attribué les armes qu'ils possédaient. Mais même le jour où, M. Nissa, merci beaucoup, je viens de Korogo, je trouve que j'arrive, on me dit que je suis démis. Je vais à l'Amphi Léon Robert pour m'adresser aux étudiants. Et il y a une fille étudiante qui me dit, général, ils arrivent. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Quand je me tourne, je suis pris là, terrassé, à terre. Ah bon? Au sein de l'université? Déshabillé, mes habits déchirés. On m'arrache mon passeport. On me traîne comme un mouton, comme de là, l'Amphi Léon Robert, jusque ils passent devant la présidente de l'université, vous connaissez bien l'université d'Abidjan, et puis ils descendent vers la place Akbélé pour me prendre vers le maquis qui mène à Mermoz. Exactement. C'est là que les étudiants s'interposent. Vous l'amenez où? Et c'était aussi des étudiants qui vous... Oui, c'était mes copains. Ils ont eu des loubards qui étaient venus. D'accord. Parce que celui qui était là, je le connais, je préfère ne pas dire son nom, il était de la FESI. D'accord. Le loubar qui était là ne me reconnaissait pas. Il a dit, c'est lui. Ah. Parce que je n'étais pas aussi médiatisé que ça en son temps. C'était la presse écrite, tout le monde n'a pas la presse écrite. Et donc les étudiants s'interposent. C'était des milliers et des milliers d'étudiants qui sont venus me sauver de leurs mains. Ils ont été arrêtés. Rémi a fait ses crises qu'ils a libérées le soir. Mais quand la police fait irruption à la cité de Mermoz, dans leur chambre, la police découvre des armes blanches. Nous étions en 2000. Des fusils. Nous étions Si en 2000, vous avez raison. Nous étions en 2000, oui. à la veille de l'élection. Donc l'université était devenue un champ de compétition politique pour arracher le pouvoir à celui qu'on pense maîtriser les élèves et les étudiants. C'est ça que j'ai vécu. Mais ceux qui ont découvert les armes blanches dans leur maison, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et après, dans la presse qui est opposée à moi, c'était Blé la Machette et c'est parti. Ah, non, c'est intéressant. moi je ne suis pas Blé la Machette. Moi je ne suis pas un homme de la violence. Et aujourd'hui, vous voyez, on m'accuse même d'être celui qui est trop mou, celui qui n'agresse pas assez. En réalité, c'est ce que je suis. Mais quand je suis dans une équipe, que ma décision est réduite en minorité, j'applique celle. Pendant que j'étais à la tête de la jeunesse patriotique, on dit mais il est dur, il est ceci. Non, moi je défends mes convictions. D'accord. Donc, voilà. Pour finir, la machette, vous l'utilisez dans d'autres sens, à Bondoukou. Oui, je vais à partir Bondoukou. La machette est faite par l'Ocean. Non, mais c'est cela, effectivement. Sur le COJEP, vous avez une question. Comment se porte le COJEP aujourd'hui? Très bien. Très bien, parce que... Je suis même en tournée en ce moment. Ok. Et ce que je rencontre, c'est les responsables du COJEP que je rencontre. On a reçu le docteur Saraka, oui. qui a dit qu'il avait, après les états généraux, il avait demandé à partir, bon, pas partir du COJEP, mais à ne plus être secrétaire général. Donc, voilà. Et puis après, lui, on a eu encore écho de d'autres démissions. C'est pour cela que j'ai posé la question de savoir comment est-ce que le COJEP se porte. Non, je vous dis que le COJEP se porte très bien. Et je salue d'ailleurs le docteur Saraka, avec qui je me suis entretenu avant qu'il ne parte à Abidjan.
nous gérons notre parti dans le cadre réglementaire de notre parti. Et un membre du parti peut être à tel poste et puis de me dire non, président, je pense que ça, je ne peux plus, tu peux me mettre ailleurs. Maintenant, il y en a qui veulent transformer ça en crise. Moi, je ne sais pas ça, c'est quelle crise. Vous avez reçu quelqu'un qui vous a dit non, je n'ai pas quitté le parti, j'ai juste voulu qu'on me fasse changer de poste. Est-ce que ça, c'est une crise? Ça, ce n'est pas une crise. Maintenant, vous voyez, les unes, crise au COJEP. Où est la crise? Mais si on devait considérer les démissions dans les partis politiques comme des crises, mais toute la Côte d'Ivoire serait en crise aujourd'hui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, souvent, il n'y a pas un parti politique qui échappe à ça. Hein. Sauf que chez nous, bon, ben, on